Salut Denis, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Denis, tu es éditorialiste à Politiste et enseignant à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques l'IRIS. Et tu viens de publier un livre, c'est aux éditions Luxe. Ça s'appelle La mauvaise cause, pardon. Et c'est sous-titré Les intellectuels et la propagande israélienne en France. C'est très intéressant. En gros, tu analyses les différents discours qui ont été produits, notamment depuis le 7 octobre 2023. Et sur la question de l'antisémitisme, sur la question de notre rapport avec l'État d'Israël. Tu reviens dans une seconde partie sur les différents vecteurs, en fait, de certains discours que toi, tu rapproches d'une position pro-israélienne, en gros, plus ou moins affirmée, plus ou moins nuancée. C'est Gilles Kepel, Caroline Fourest, Delphine Orviller et d'autres, en gros, dont tu fais le portrait. Avant de rentrer dans le détail de ce que tu as produit, ma première question est à la fois simple et compliquée, c'est de quoi est-ce qu'on parle exactement? En gros, qu'est-ce qui, depuis maintenant 2 ans et demi, selon toi, lié à cette question israélo-palestinienne et à la question de l'antisémitisme, quelles sont les dynamiques en fait qui structurent notre débat public? Alors, les dynamiques qui structurent sont différentes et même opposées, puisque effectivement, il y a un certain nombre de personnages, dont ceux que tu as cités et que j'évoque dans le livre, qui ont tiré, disons, le débat sur la question de l'antisémitisme. La critique d'Israël, la critique du sionisme, tout était antisémite. Et puis, de l'autre côté, il y a effectivement une autre structure qui est celle sur laquelle je me penche, qui est en effet de ramener l'histoire au long cours, c'est-à-dire la grande question, ça a été le 7 octobre, est-ce que c'est le début de l'histoire ou pas? Et effectivement, moi je crois aux enchaînements, l'histoire, et le 7 octobre, il y avait, comme je le développe longuement, il y avait un avant, c'est une séquence très très forte et très dramatique, à la fois le 7 octobre et puis ses suites, bien entendu, qui s'inscrit dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Et tout le débat, à mon avis, c'est ça, c'est-à-dire c'est ramener dans la continuité de l'histoire, rappeler que ce conflit, il existe au minimum depuis 1948, même bien avant, mais enfin, prenons cette date comme référence, hein, et que le 7 octobre n'est qu'un épisode, en effet dramatique, dans cette histoire. Et en revanche, les personnages que je critique ici nous disent, évidemment, tout est parti du 7 octobre. Et c'est parti du 7 octobre. Pourquoi? Ça n'a pas d'histoire, ça n'appartient pas à un conflit territorial, colonial, etc. Et par conséquent, c'est une irruption massive, inexpliquée, d'antisémitisme, qui s'explique jamais que par lui-même. Et voilà, en fait, disons, la grande divergence d'interprétation de ce qui s'est passé. Et de facto, la tension qu'il peut y avoir. Ta première partie, en gros, tu définis les termes du débat. À la fois, tu te penches sur la qualification du 7 octobre, la qualification du Hamas, la qualification de ce que c'est qu'Israël. Tu prends les différents paramètres, à chaque fois en prenant un espèce de préjugé ou de phrase qui résumerait dans la bouche de certains la situation. Si on prend la première chose, par exemple, le 7 octobre 2023, que toi, tu veux inscrire dans l'histoire longue. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui a gagné comme récit dans le débat public? Est-ce que c'est précisément son inscription, en fait, dans l'histoire depuis au moins 80 ans, si ce n'est plus, ou est-ce que c'est la façon de dire bon bah c'est le début de l'histoire, c'est le début d'une guerre entre deux peuples sur un territoire qui s'appelle la Palestine. Alors depuis le 7 octobre, il y a eu plusieurs moments en fait. C'est sûr que le lendemain du 7 octobre, voire les mois qui ont suivi,
c'est l'interprétation selon laquelle tout aurait commencé le 7 octobre, qu'il n'y aurait pas d'histoire avant, qui l'a emporté massivement dans l'espace public. Quand on dit l'espace public, c'est les grands médias, grosso modo, hein. Avec beaucoup de nuances et de différences, parce que je fais un distinguo très important entre la presse audiovisuelle et puis la presse écrite, qui a été quand même souvent plus riche et plus nuancée. Peu à peu, et notamment en raison de ce qui s'est passé à Gaza, les massacres, du génocide, on reviendra peut-être sur le mot, peu à peu, disons, l'autre interprétation, celle que je pense qu'on est assez nombreux, heureusement, à défendre, c'est-à-dire, finalement, c'est une séquence dans un conflit quasi séculaire, même séculaire. Cette deuxième interprétation a fini par se frayer un chemin, encore probablement minoritaire dans un certain nombre de médias, mais qui cependant n'est plus nié comme celle-là a été au cours des premiers mois. Et là-dedans, d'ailleurs, il faut dire que le revirement d'un certain nombre de personnages que j'égratigne, et même un peu plus dans ce livre, le fait qu'à un moment donné, certains d'entre eux ont fini par reconnaître le sort la question des Gazaouis et des Palestiniens, et la Palestine en général, a évidemment joué dans ce retournement, disons, interprétatif, si j'ose dire. Le débat s'est focalisé, et d'ailleurs est encore focalisé sur la question du lien entre antisionisme et antisémitisme. Je dis que c'est toujours d'actualité, puisque un groupe de députés emmené par une députée qui s'appelle Caroline Yadan, essaye de faire passer une proposition de loi qui a été adoptée en commission pour voilà, lier en fait l'antisémitisme et l'antisionisme et en gros pénaliser toute critique de l'État d'Israël. Toi, comment est-ce que tu lis, là encore une fois, les différentes dynamiques à l'œuvre dans ce débat, et finalement, laquelle est en train aujourd'hui de l'emporter? Alors, de l'emporter à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, mais j'ai les plus grandes craintes. Dans l'opinion publique, je pense que c'est très difficile de soutenir l'idée selon laquelle l'antisionisme serait un délit et synonyme de destruction d'Israël. Tout ça part d'une mystification sémantique, hein. C'est-à-dire que le sionisme, c'est un mouvement politique qui a eu, je dirais, ses vertus, puisque effectivement, ça a été un mouvement émancipateur pour les Juifs au début du XXe siècle, Théodore Herzl, etc. Et puis, mais en même temps, j'allais dire peu à peu, non, simultanément, ça a été un mouvement colonial. Et effectivement, il y a une lecture qui est juive, exclusiviste d'ailleurs, c'est émancipateur, etc. Et puis pour les Arabes, ça a tout de suite été un mouvement colonial dont ils ont pris conscience d'ailleurs tardivement, parce que au début ça se posait pas dans les faits, mais à partir de la loi le vote de partage de 1947, c'est devenu en effet, et puis la création d'Israël, c'est devenu en effet un fait dominant, et puis surtout l'émancipation des Juifs. Pour autant qu'on considère, ce qui est discutable, qu'elle se réalisait par la création d'Israël, était accomplie. C'est que la mission du sionisme, si on veut être honnête par rapport à ce concept, était accomplie avec la création d'Israël. En revanche, sa fonction coloniale contre les Arabes, non seulement elle perdure, mais elle s'aggrave, et elle s'aggrave encore aujourd'hui avec depuis 2022 encore plus, puisque Netanyahou a fait venir au gouvernement des gens qu'il faut qualifier de fascistes, parce que c'est ce qu'ils sont, et on continue avec des pogroms, j'emploie le mot à dessein avec un peu d'ironie, contre les villages arabes en Cisjordanie. Donc là, le sionisme, disons, justement, c'est dépouillé de cette façon de son ambiguïté pour n'être plus qu'un mouvement colonial. Pour autant, tu notes dans ton livre, dans le chapitre qui est consacré, l'ambiguïté en fait qu'il y a de dire Israël
est issue d'un fait colonial. Et c'est une ambiguïté puisque nous sommes inscrits, notre société, la société française, puisque c'est celle-là qui t'intéresse en premier lieu, la société française est inscrite en fait dans une démarche de décolonisation, et ce depuis au moins 80 ans. Et donc, si on commence à dire c'est un fait colonial, ça voudrait dire que pour le travailler, pour le décoloniser, il faudrait supprimer l'État d'Israël. Il faudrait que l'État d'Israël, en tous les cas, disparaisse. Et là, c'est là qu'il y a une difficulté, puisque c'est là que peut se nicher un antisémitisme, une haine du juif en tant que tel. Alors justement, cette interprétation, c'est ce que j'appelle tout à l'heure une mystification sémantique, c'est-à-dire la synonymie qu'on a établie entre le Israël et le sionisme. On en a fait des synonymes. Or, le sionisme, c'est un mouvement. Israël, c'est un État, je dirais, avec un E minuscule et avec un E majuscule. Donc, c'est une synonymie qui est frauduleuse. Et en réalité, donc, on a assimilé les deux et reconnaître que Israël est un fait colonial. C'est, je cite plusieurs fois d'ailleurs Maxime Rodinson, qui était un grand sociologue et qui écrit ça en 1967 avec un point d'interrogation. Mais enfin, on voit bien qu'il considère que c'est un fait colonial. Ce n'est pas du tout remettre en cause l'État d'Israël, ou sinon il faudrait remettre en cause les États-Unis qui ont génocidé les Indiens, l'Australie qui a réduit à très peu de choses les malheureux aborigènes, etc. Donc c'est un fait accompli, un fait accompli. On peut déplorer que ce fait accompli ce soit fait par la force beaucoup plus que par le droit, mais c'est un fait accompli. Et aujourd'hui, moi, mon postulat, je l'écris noir sur blanc, c'est la reconnaissance d'Israël comme fait accompli. Il est hors de question de remettre en cause Israël. Mais en revanche, pour ne pas être accusé de vouloir remettre en cause Israël, faudrait-il nier l'évidence de l'histoire, c'est que ça a été en effet un mouvement colonial, et que ça l'est aujourd'hui, enfin que le sionisme l'est toujours aujourd'hui, et cette fois dans le dernier réduit territorial et culturel, je dirais, identitaire des Palestiniens. Pour autant, il y a certains groupes, certaines dynamiques à gauche qui remettent en question l'existence de l'État d'Israël sous différentes formes, mais une des formes, c'est de dire il faut qu'Israël disparaisse pour que naisse en Palestine un État qui serait binational, pluriconfessionnel, en tous les cas démocratique et égalitaire. Ce qui sous-entend nécessairement la disparition de l'État d'Israël. Toi, tu dis, moi, ma position, elle est claire, j'ai écrit noir sur blanc, il est hors de question de... Pour autant, ça existe. Qu'est-ce que tu fais en fait de ces espaces, de ces personnalités qui portent ce discours-là? Alors, je ne les contredis pas et je pense qu'ils ne me contredisent pas non plus. C'est-à-dire que effectivement, on peut imaginer qu'il y ait un État binational et je pense que tous les gens qui sont des laïcs, et Dieu sait, si j'ose dire, combien parmi les juifs les plus offensifs, cette question-là, beaucoup se réclament de la laïcité. Ils sont dans une contradiction totale, parce que la laïcité, en effet, devrait permettre à cet État d'être binational ou de reconnaître la citoyenneté, quelle que soit la religion. Or, en fait, ils mettent en avant de façon exclusive le judaïsme comme religion ou comme culture. Donc, il y a là une contradiction. Mais moi, je suis dans le principe de réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Israël, et on voit très bien qu'il y a une manipulation qui vise à faire croire que si on remet en cause le sionisme et même le caractère colonial du sionisme, on veut détruire Israël. Et moi, je veux absolument évacuer ce débat qui n'est pas d'actualité, et d'autant plus qu'il est extrêmement insidieux, parce qu'au moment où les sionistes, appelons-les par leur nom, poussent des hauts cris en disant Israël est menacé, même le 7 octobre c'était une menace contre l'État d'Israël, etc. Et puis avec la critique du fameux slogan qui est très critiquable en effet dans la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire du fleuve à la mer. Qu'est-ce qui se passe en réalité aujourd'hui? Qui est-ce qui applique le mot d'ordre du fleuve à la mer? Eh ben, ce sont les ultra-sionistes. Et qui est-ce qui est menacé? C'est pas Israël,
c'est la réalité palestinienne comme État, n'en parlons presque pas, hélas, mais même comme identité, comme culture, comme existence biologique, je dirais presque, ce qui nous renvoie peut-être à la question du génocide d'ailleurs. Donc c'est une turpitude extrême que de mener cette polémique, alors que c'est l'inverse qui se produit sur le terrain. Il y a une autre question, d'ailleurs, tu ouvres ton introduction sur cette question, c'est la question du peuple juif. Tu cites une phrase de Ricoeur sur le sujet qui dit que je me demande ce que cela signifie qu'un peuple dispersé se considère exilé partout ailleurs qu'en Palestine et ne se reconnaisse comme peuple qu'en liaison avec une terre. Sous-entendu, la terre de Palestine. Ça résonne particulièrement avec plusieurs tribunes qu'a écrites la sociologue Eva Illouz, que tu cites d'ailleurs dans ton livre, qui parle elle aussi de ce peuple juif de cette caractérisation, de cet attachement en fait à la terre d'Israël. Comment est-ce que on débrouille en fait ce problème qui est millénaire? Oui, alors, en opérant justement une distinction très stricte entre judaïsme, judéité même, et le sionisme, précisément. C'est pour ça que je dis dans la phrase que tu cites, mais pas en totalité, parce qu'à la fin je dis Ricoeur se trompe. Je m'autorise. Le philosophe se trompe. Le philosophe se trompe. Bon, je m'autorise à dire quelque chose un peu vaniteux, parce que je peux pas difficilement polémiquer avec feu Paul Ricoeur, mais je veux dire, c'est pas le judaïsme qu'il met en cause, c'est le sionisme, parce que tous les juifs ne se reconnaissent pas dans cette identité sioniste pour le coup. On peut être juif sans être sioniste, beaucoup le sont. Certains même sont anti-sionistes en étant tout à fait juifs, et même, je dirais, Finkielkraut, que je n'arrive pas à détester malheureusement, mais bien qu'il fasse beaucoup d'efforts pour ça. Mais à un moment donné, il dit, il condamne Netanyahou, il dit c'est lui qui produit de l'antisémitisme. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Finkielkraut pour le coup. Je défends moi le judaïsme. Je veux être fier d'être juif. Et je défendrai pas donc cet Israël-là en fait de Netanyahou. Donc déjà c'est un petit pas en avant vers ce distinguo que moi je cultive entre sionisme et en fait de cette façon je vais peut-être le dire en abusant un peu des mots, mais je prétends défendre le judaïsme et la judéité contre sa perversion politique qui est le sionisme. Revenons à la question du génocide, qui est une question qui a animé et qui continue d'animer notre débat public. Pourquoi est-ce que le débat s'est focalisé sur cette notion très particulière du droit international? Comment est-ce que tu l'expliques? Comment t'expliques cette focalisation? Et je citerai David Guiraud, qui est un député insoumis, qui, au cœur d'une de ces polémiques, il était interviewé dans les couloirs de l'Assemblée nationale, il dit le mot génocide, puis là, il y a un journaliste qui lui dit « mais vous pouvez pas dire le mot génocide », et il dit « mais j'en ai rien à foutre, vous avez qu'à dire massacre, vous avez qu'à dire tout ce que vous voulez, mais il faut que ça s'arrête », tu vois. Sous-entendu, cette polémique en fait sur un terme de droit international, de qui a le droit de poser le mot de génocide sur ce qui se passe en Palestine, au fond elle est vaine. Ce que mettait en avant David Guiraud, c'est la réalité en fait des massacres qui étaient perpétrés. Alors pourquoi est-ce que le débat français s'est focalisé sur cette question? Et d'ailleurs, est-ce que partout dans le monde où on s'intéressait à la question israélo-palestinienne, est-ce que la focalisation a été la même sur la caractérisation de génocide ou pas? Alors, pour le coup, je ne serais pas en désaccord avec David Guiraud, même si par d'autres propos qu'il a tenus, je ne le suivrai pas. Mais là, effectivement, moi, je me refuse à en faire
une querelle, une ligne de clivage absolue. C'est-à-dire que j'ai de très bons amis, je les cite d'ailleurs dans le livre, qui veulent pas employer le mot génocide, et je peux entendre ça. C'est-à-dire que par rapport à la mémoire juive, etc., et tout, est-ce que ça renvoie, et donc effectivement, des gens avec qui je suis totalement d'accord sur la qualification du massacre et sur les solutions qu'ils préconisent, qui sont si celles que je défends, je vais pas me quereller avec eux sur ce mot. Cependant, moi, je pense qu'il y a génocide, mais j'ai beaucoup hésité avant de l'employer, je le dis assez longuement d'ailleurs, je ne suis pas hâté à employer ce mot comme d'autres, à mon avis prématurément, parce que j'en percevais justement le caractère pervers. C'est-à-dire qu'évidemment, ça renvoyait les Juifs à leur histoire, à la Shoah, et vous voyez, bon, alors Finkielkraut, encore lui, je ne vais pas le citer trop souvent parce que, mais a un mot épouvantable là pour le coup, c'est le mauvais Finkielkraut qui disait on attaque, disons, le crédit victimaire des Juifs en parlant de génocide. Bon, alors, l'expression crédit victimaire est horrible parce que ça fait une économie de la mort, mais ça, moi, je récuse complètement ça. Je pense que peu à peu, je suis venu à l'évidence qu'il y avait un génocide, et j'y suis venu non pas par les bombes, aussi meurtrières soient-elles, par les chiffres 20 000, 30 000, 50 000, probablement 100 000 morts, etc., mais par l'attaque, je dirais, biologique contre les Palestiniens, et qui répond d'ailleurs tout à fait à la Convention de 48 de prévention du génocide. Et c'est par les discours, en fait, voilà. qui étaient posés sur leur action. Oui, poser sur leur action, c'est-à-dire l'intentionnalité. Bon, quand Yoav Gallant, le ministre de la Défense, parle d'animaux, etc., quand Katz se félicite que Gaza brûle, enfin bon, mais il y a des faits. Là, c'est des mots, mais il y a des faits. Et les faits, c'est pas seulement les bombes, c'est aussi la destruction des usines de purification d'eau, c'est la famine, c'est tout ça. Même là, j'ai vu que on avait bombardé, enfin Israël avait bombardé des hôpitaux ou des laboratoires qui détenaient des embryons. Alors quand on attaque les embryons, disons, d'un groupe humain, on est quand même un peu dans le génocide. C'est ça qui m'a vraiment amené à cette évidence. Et j'observe d'ailleurs que, par exemple, une femme comme Delphine Orwiller, la rabbin, parce qu'elle ne féminise pas, donc je fais comme elle, qui a été assez longtemps assez épouvantable pendant cette période de Gaza, je le dis dans le livre. À un moment donné, elle en est venue quand même un peu à la question du génocide. Elle dit qu'elle n'emploie pas le mot, je vois bien tout l'embarras, mais elle dit David Grossman, l'écrivain israélien, lui dit que c'est un génocide, et je n'emploie pas le mot, dit-elle, mais je pense comme lui. C'est un peu toute l'ambivalence. Donc voilà, je pense que c'est imposé comme une évidence, et j'observe que cette femme, par exemple, quand elle a tourné, comme on dit, c'est quand elle a fait repentance, si on prend un mot religieux, eh bien, c'était justement au moment où nous sont parvenues des images d'enfants amaigris dans la famine et au seuil de la mort. Pourquoi ? Parce que ces images, alors là, c'est terrible à dire, elles renvoyaient certainement pour elle, et je pense que c'est plutôt à son honneur d'avoir eu ce ressenti, renvoyait effectivement à des images des camps, etc. Donc voilà, c'est pas les bombes, encore une fois, qui aussi meurtrières soient-elles, mais il y a eu un débat avec des gens qui ont dit c'est la guerre, à la guerre comme à la guerre, quoi, en gros. Hein. Eh ben non. D'abord, je suis sceptique sur le fait qu'on parle de guerre, en l'occurrence, vu la disproportion des forces, mais en l'occurrence, c'est pas cette question-là qui était posée pour le génocide. Hein. T'en as un peu parlé, mais revenons maintenant sur ceux que tu appelles des influenceurs. C'est comme ça, c'est le nom que tu donnes à la deuxième partie de ton ouvrage. Donc dedans, il y a des journalistes comme Caroline Fourest, des sociologues comme Eva Illouz, il y a la rabbine Delphine Orwiller, il y a des intellectuels comme J. Keppel. Donc il y a un peu une foultitude de gens. Au fond,
qu'est-ce qui te permet de les rassembler dans un groupe en disant, voilà, ce sont des influenceurs. Qu'est-ce qu'ils influencent et genre d'où ils viennent en fait? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, toi, tu les as regroupés comme étant ceux qui dans le débat ont structuré le débat public? Alors, j'ai eu cette audace, si je puis dire, de vouloir distinguer ce que j'ai appelé les propagandistes de l'armée, je dirais presque. Ils n'ont pas d'uniforme. Quelquefois, ils sont philosophes, quelquefois, ils sortent de Normal Sup. Leur maître à penser, c'est Bernard-Henri Lévy. Maintenant, il y a Raphaël Enthoven. C'est des gens qui disent vraiment sans phare le discours de l'armée israélienne, quoi. Bon, c'est l'armée la plus morale du monde. Enfin, que sais-je encore. Enfin, BHL arrive à raconter que un pilote d'hélicoptère n'envoyait pas ses bombes quand il voyait qu'il y avait un enfant au sol. Enfin bon, c'est des choses monstrueuses, quoi. Mais en revanche, les personnages que je critique, que j'égratigne, sont plus subtils. Alors, Forrest elle a de la chance d'être dans cette catégorie parce que elle tire de plus en plus de côté de BHL justement. Mais les autres sont des gens qui ont édifié des stratégies intellectuelles qui sont très trompeuses. Leur part de sincérité, je ne la connais pas toujours, mais ils sont pas forcément toujours insincères. Mais c'est des stratégies intellectuelles assez insidieuses. Et j'ai eu envie de décrypter, d'analyser, de déconstruire, si j'ose dire, ces stratégies. Et qu'est-ce qui, au fond, l'émeut? Parce que j'avoue que moi aussi, je les suis. Certains, j'ai eu l'occasion de débattre avec eux sur des plateaux de télé ou de radio. Qu'est-ce qui, selon toi, tous ces personnages que tu cites, qu'est-ce qui fait en fait qu'ils tout d'un coup se disent bah tiens là je vais y mettre à la fois la force de mon statut, mon intelligence, etc. Je vais les jeter dans cette bataille là. Par exemple, si on prend le premier, Gilles Kepel, la question israélo-palestinienne, il en est pas un spécialiste particulièrement. Enfin, je veux dire, ça fait partie de son champ. Lui, il travaille sur les différents mondes musulmans, etc. Enfin, il n'est pas spécialiste du conflit israélo-palestinien. Pour autant, il s'est engagé dans le débat public sur cette question-là. Qu'est-ce qui le pousse, selon toi? Alors, ce qui les pousse, là, je les mets au pluriel, c'est la défense d'Israël, mais pas seulement Israël en tant qu'État qui serait menacé, ce que je crois pas du tout, mais aussi de l'Israël d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ce qui me choque dans les discours de ces gens, c'est la fixité, si j'ose dire, de leur pensée. C'est-à-dire que Israël, c'est un fait éternel. Et donc, on a l'impression qu'ils parlent toujours de l'Israël, des kibboutz, des idéaux du début, qui étaient déjà assez pernicieux d'ailleurs, et tout à fait exclusivistes, parce que les Arabes en étaient également et tout de suite écartés. Mais enfin, cependant, il y a eu j'ai coutume de dire, mais je ne devrais pas le redire publiquement, mais qu'Israël était un pays de gauche. C'est pas vrai, mais dans l'imagerie française du début des années 50. Il y a un pays socialiste. Voilà, oui. Effectivement, ça offrait une voie qui n'était pas une voie stalinienne, mais qui était d'un socialisme humain, etc. Bon, il a jamais été humain pour les Arabes, il faut le dire tout de suite. Mais enfin bon, il y a eu cette image. Bon, aujourd'hui, on a les fascistes au pouvoir, des fascistes, il faut les appeler par leur nom, Ben-Gvir, Smotrich, et Netanyahou aussi, qui est un héritier direct de Jabotinsky, le père du sionisme de droite et d'extrême droite. Donc, c'est extraordinaire que des gens qui se réclament plus ou moins de gauche, alors Keppel, je ne sais pas, mais Eva Illouz, Delphine Orvilla, etc., défendent cet Israël-là, comme si ça n'avait pas bougé, comme c'était toujours l'Israël des origines. Quoi qu'on dise des origines, parce que là, il y aurait aussi beaucoup de nuances à apporter. Mais donc, ils en viennent, c'est le grand paradoxe de ces gens, à la fois se réclamer de la gauche en France et de défendre un pays dont le gouvernement est d'extrême droite. Et cette contradiction, pour moi, est terrible. Oui. Juste pour bien comprendre ce que tu dis, c'est parce qu'ils ont une vision fantasmée d'Israël. Parce qu'en fait, dans ta première
dans ta première partie de réponse là, tu dis en gros, il défend Israël. Et en fait, quand on dit ça, quand tu dis en plus influenceur, tu utilises le mot. En fait, on a l'impression que genre, c'est comme s'ils étaient payés par Israël, comme s'ils avaient une dette en fait envers l'État d'Israël contemporain. C'est pas ça que tu dis. Ce que tu dis, c'est qu'ils ont une vision fantasmée. Alors même que ce soit pour Eva Illouz, Gilles Kepel ou Delphine Orviller, ils en ont aussi une connaissance fine. Enfin, je veux dire, ils y sont allés, ils le disent. Je veux dire, ils s'intéressent à la question. Donc, qu'est-ce qui crée cet aveuglement en fait sur la réalité de l'État d'Israël aujourd'hui? Alors moi, je pense pas du tout que ces gens soient payés, même si ils ont parfois des intérêts un peu croisés parce que ils peuvent y enseigner. Enfin, il peut y avoir mais je pense que c'est très affectif, très affectif. Et il y a beaucoup de juifs français qui sont des familles partagées, c'est-à-dire avec de la famille en Israël. On va y faire les fêtes, je dis, je développe tout ça d'ailleurs. On va y faire Pessah, la Pâque juive, etc. Donc c'est un pays qui ne nous est jamais étranger. Je dirais même aux non-juifs aussi. Je dis à un moment donné que la question israélo-palestinienne n'a jamais été une question de politique étrangère, en fait. Ça a toujours été tellement lié à l'intérieur de la société française, pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est une question coloniale, c'est une question sur l'antisémitisme, sur l'islamophobie, etc. Donc je pense que c'est vraiment affectif, et qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne bouge pas dans leur esprit, et qui n'ont pas vu évoluer ce pays, et qui s'interdisent de critiquer et même de condamner tout ce que ce pays commet, au nom du fait qu'il faudrait le défendre et qu'il serait toujours menacé. Or, je réfute complètement cette idée qu'Israël soit menacé. C'est l'armée les plus puissantes du monde, soutenue par les États-Unis et même l'Union européenne. Et donc, c'est pas le cas. Mais quand on dit ça, c'est quand même un grand paradoxe au moment où on est en train d'expulser, voire d'exterminer les Palestiniens. Donc, c'est un renversement, disons, de l'histoire. Mais pour répondre à ta question très précisément, c'est pas du tout un rapport d'argent, à mon avis. C'est vraiment un rapport affectif. J'ai une dernière question, Denis. Aujourd'hui, on est le 23 janvier 2026. À la fois les horreurs qui sont perpétrées à Gaza, malgré le semblant, je mets de très, très gros guillemets, de cessez-le-feu, qui n'est pas du tout un cessez-le-feu, les horreurs, voilà, continuent. Le débat continue aussi en France. Comment est-ce que tu crois qu'il va continuer à se structurer, et surtout comment est-ce que des intellectuels de gauche comme toi, en gros, quel est votre rôle? Tu parles dans un dernier chapitre des voix juives dissonantes et dans l'opposition. Il y a aussi les revirements dont tu parles de certains des personnages que tu décris. Il y a aussi, et on n'a pas parlé, toutes les fautes de quart, entre guillemets, et les erreurs, voire les fautes politiques de certaines personnalités de gauche que tu notes dans le livre. Est-ce qu'il faut à un moment faire un aggiornamento, un bilan en fait de ce qui a été fait depuis maintenant 2 ans et demi? En gros, c'est quoi les jalons pour sortir de la pestilence et de la nature pestilentielle du débat public sur cette question aujourd'hui? Ouais, à mon avis, il y a qu'un seul mot qui s'impose à mes yeux, c'est honnêteté. Honnêteté. C'est-à-dire que il faudrait reconnaître honnêtement ce qui se passe, et qu'effectivement, là, ce qui se passe en Cisjordanie, je parle de pogrom. Alors là, à mon tour, j'utilise un terme qui peut être polémique, mais enfin, quand on voit des hordes de voyous, parce que c'est ça, mais qui sont en plus soutenus par l'armée, il y a ce film magnifique qui s'appelle No Other Land, qui a été fait par des jeunes Palestiniens et Israéliens d'ailleurs, en Cisjordanie. On voit ces voyous fondre sur des villages arabes, tout détruire, tout casser, détruire les canalisations d'eau. Donc on est aussi dans quelque chose de génocidaire, hein, quand on prive une population d'eau. Donc
tout ça, c'est un fait qui devrait s'imposer et qui devrait amener un aggiornamento d'abord de ceux que je prends à partie. D'ailleurs, je dis que je procède pas trop par accusation, mais un peu par interpellation. C'est-à-dire que ces gens, j'aimerais non pas qu'ils me répondent, je n'ai pas cette fatuité, mais qu'ils lisent un peu ça et qu'ils se remettent en cause et qu'ils disent des choses honnêtes, et c'est pas souvent le cas. Alors, ils sont pas forcément malhonnêtes parce qu'ils veulent mentir, mais parce que, en effet, ils sont submergés par leur affect et ils ne peuvent pas voir. Alors de l'autre côté, tu as raison, il y a aussi eu des fautes de cas, comme tu dis, en scieur sans doute émérite. Oui, bon, bah, je pense que même LFI, ils ont eu tort de pas reconnaître le caractère terroriste du 7 octobre. Mais bon, en même temps, effectivement, il y a un fait de résistance malgré tout. Donc, dans le 7 octobre, que le Hamas soit résistant ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, la situation impose qu'on qualifie tous ces mouvements comme des mouvements qui résistent au sort qui leur était réservé à Gaza et encore aujourd'hui en Cisjordanie. Mais cependant, le Hamas, c'est un mouvement terroriste qui a pratiqué le terrorisme, ça. Mais je développe ça aussi avec beaucoup de précaution, parce que l'histoire du Hamas est beaucoup plus complexe qu'on le dit. Il y a eu des tentatives de sortir du terrorisme qui ont été rabrouées par Israël. Et puis le Hamas, il faut le dire, et c'est peut-être ça qui a amené peut-être à une certaine erreur sémantique de LFI et d'autres, le Hamas est une fabrication israélienne. À certains égards, indirectement, a été financé, moi je suis allé en reportage en 1989, je crois, en Cisjordanie, à Ramallah, à la Moukata, qui était à l'époque le siège de l'administration civile, et un haut responsable de l'administration civile m'a expliqué déjà, alors que le Hamas était groupusculaire, comment ils allaient favoriser le Hamas pour casser les reins de l'Organisation de libération de Palestine d'Arafat, qui avait eu le grand tort d'accepter la négociation et de reconnaître Israël. Donc ils ont toujours choisi la politique du pire. Et voilà pourquoi je pense effectivement, je comprends l'erreur qui a consisté à ne pas vouloir dire que c'est un mouvement terroriste, alors que ça l'est, et que le 7 octobre, si c'est pas du terrorisme, alors qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup, Denis. Je rappelle le titre de ton ouvrage, La mauvaise cause, les intellectuels et la propagande israélienne en France, aux éditions Lux. Merci beaucoup. Merci.